Je vais vous emmener, on va tous partir ensemble, on va affréter un avion, je vais vous emmener en Amazonie. Donc desserrez vos ceintures et je vous emmène avec moi en Amazonie. Et donc ce Guayaki, quand il vous a aperçu, il s'est demandé qui vous étiez, avec une apparence un peu bizarre. Vous êtes rose, un peu comme un cochon. Et puis, en même temps, vous avez une sorte de chose sur vous qui fait que vous ne ressemblez pas à un être humain, c'est-à-dire à un Guayaki, donc à un arc. Et donc, la première chose qu'il va faire quand il va vous apercevoir, ça va être de savoir si vous n'êtes pas un esprit. Parce que dans la culture Guayaki, bien sûr, on est animiste. Donc, l'univers est saturé de signes et de symboles. Et donc, il y a des esprits comme ça qui circulent dans cet univers. Et donc, il va arriver, et au moment où vous ne vous y attendez pas, parce que vous ne connaissez pas, vous, les signes et les symboles qui constituent en fait la forêt, eh bien, voilà, vous êtes tout d'un coup bousculé, vous tombez. Et là, vous êtes victime d'une sacrée violence. Au point même que... Je vais m'arrêter là, desserrer un peu plus vos ceintures, et nous revenons en France. Pour moi, le karaté, c'est une pratique, oui, violente. Elle est violente parce que dans le karaté, il y a du combat. En tout cas, moi, le karaté que je pratique, c'est un karaté où il y a du combat. Et oui, les adolescents qui pratiquent ce combat sont parfois victimes de coups. Parce que le travail aussi de l'éducateur, du professeur, mon travail, c'est d'arriver à secondariser les pulsions violentes. Au début, le jeune, quand il arrive, il est là et il veut montrer sa force. Alors il attaque parce qu'il a peur. Et quand il va frapper, il est tellement terrifié qu'il va frapper de toutes ses forces. Il va mettre un coup de poing dément. Mais une fois qu'il est un peu expérimenté, il va jouer et il va sourire, il va rigoler. Il va être complètement détendu. Et là, on est dans autre chose. Parce que les pulsions, là, elles sont liées. Les pulsions sont liées, il n'y a plus simplement de la violence. On est dans un jeu de vivre. Or, l'art martial dévastateur par définition peut évidemment servir à se défendre contre un ou plusieurs agresseurs confirmés. Ceux-ci ne manquent d'ailleurs pas à notre époque de se flatter pourtant d'avoir atteint un très haut degré de civilisation, techniquement parlant bien entendu. En même temps, une vraie discipline basée sur l'art de la guerre peut aussi se transformer en un système éducatif, car tout homme ou femme, qu'il ou qu'elle s'en défende ou non, subit l'influence de ces deux pulsions primaires, contraires et néanmoins complémentaires, mais indispensables à sa survie. Ce sont l'agressivité et la libido. Se placer volontairement et sans nécessité immédiate dans des situations très conflictuelles et à cette occasion expérimenter sa propre violence et sa peur relève de la recherche de la conscience de soi et l'on ne se connaît véritablement que lors d'événements bizarres, mais dont la fréquence n'est pas devenue si rare que cela au XXIe siècle, qui mettent réellement notre possibilité de survie en question. Ces mineurs, chez ces mineurs, il y aurait une forme de carence ou un défaut d'empathie, ce que je réfute, bien entendu, et royalement, mais je considère simplement que, momentanément, au moment du passage à l'acte, pour les raisons que l'on retrouve dans le troisième postulat, parce qu'ils sont momentanément angoissés, eh bien, ils sont incapables de faire preuve d'empathie à l'égard de la victime, tout simplement parce qu'ils n'ont qu'un souci. Quand, en situation d'angoisse, notre seul souci, c'est de se reconstruire, c'est de rétablir l'équilibre momentanément, enfin l'équilibre psychique, j'entends, momentanément mis à mal par cette angoisse. Et ce temps de rééquilibre psychique, eh bien, a pour conséquence une fermeture sur soi, et le monde environnant s'éclipse. Donc, quand le monde environnant n'existe plus, quand je suis débranché, être angoissé, c'est être débranché du monde extérieur. Donc, quand je suis débranché, eh bien, l'autre est objectalisé. Donc, lui faire mal, le dépouiller, ne pose plus aucun problème. L'étranger, ça n'existait pas. Dans ce monde où nous vivons maintenant, où l'étranger souvent est désigné comme le responsable de choses qui ne vont pas,
eh bien, dans la ville nouvelle de Mourenx, eh bien, l'étranger dans la tête des gens, ça n'existe pas. Il y avait une fraternité remarquable qui existait, qui se traduisait par tout un tas d'attitudes, d'actes. Par exemple, lorsque il avait été décidé qu'il y aurait la journée des ennemis, eh bien, on mangeait tous ensemble les produits fabriqués par les gens de ces différents pays que j'ai énumérés, avec le bal populaire également, où il y avait les musiques de ces différents pays, où on dansait ensemble. C'était quelque chose d'unique, je crois, qui n'existait pas à l'époque dans beaucoup d'autres villes de notre pays. Et alors je pense qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir dans la pensée collective d'idées de violence. Bien sûr, il peut y avoir des actes individuels qui sont commis, mais collectivement, eh bien, il n'y avait pas de violence dans cette pensée de cette population. Et c'est pour ça que c'était peut-être l'embryon d'un monde nouveau qui apparaissait, et c'est pour ça que le sociologue dont j'ai parlé, Henri Lefebvre, pouvait écrire qu'il y avait dans cette ville de Mourenx une situation tout à fait unique et les embryons de la naissance d'une collectivité différente de celle qui existait ailleurs, la collectivité de l'avenir. On ne peut plus de fait opposer sainteté du corps et sainteté de l'esprit. Il n'y a pas de choses sacrées ou profanes, pures ou impures. Il y a le sens de la montée, de l'unification épanouissante, du plus grand effort spirituel, et le sens de la descente, de l'égoïsme rétrécissant, du matérialisme. C'est en cela que le contrôle est la base de la perfection et le moyen de la perfectibilité.